Nous démontrons à présent quelques propriétés de la transformation de Fourier ou la transformée de Fourier. Ce n'est pas une liste exhaustive. Si on veut la liste exhaustive, si tant est qu'elle existe, il faut chercher dans un formulaire. Nous allons démontrer les plus courantes. Nous allons le faire dans le cadre des fonctions de L2, donc via l'intégrale de Fourier, mais ces propriétés sont valables aussi pour la transformée de Fourier discrète, et les démonstrations sont du même type. Il faut quand même faire attention et regarder avec précaution parce que vous vous souvenez que dans le cadre de la transformée de Fourier discrète, la base des nouveaux vecteurs de la nouvelle base, les exponentielles discrètes, sont orthogonales, 2 à 2, mais pas normées. Donc éventuellement, il peut y avoir un coefficient grand N qui traîne. Alors nous regardons donc x de t appartient à L2, espace des fonctions d'énergie finie, ça veut dire que x de t tend vers 0 quand t tend vers plus ou moins l'infini. Ça va bien pour les signaux physiques. Les signaux physiques commencent à un instant donné, s'arrêtent un moment, donc cette condition n'est pas bien contraignante dans le cadre des signaux physiques. Juste quelques notations. Encore, on appelle tf de x de t, on appelle ça grand X de f. On a bien compris qu'a priori c'est une fonction complexe. Tf-1 de grand X de f, la transformée irréversible, on récupère x de t. Et puis, puisque les transformées de Fourier sont en général complexes, on note x de f bar, le conjugué de x de f. C'est des questions de notation, mais encore faut-il que ce soit clair. Alors, la toute première propriété, elle est triviale. On ne la démontre pas parce que la démonstration est évidente. C'est la linéarité. Donc, si on considère deux constantes a et b qui sont des constantes complexes, la tf de ax de t plus b fois y de t, ça donne a fois la tf de x plus b fois la tf de y. Pourquoi? C'est par la linéarité des intégrales. L'intégrale de a fois f, c'est a fois l'intégrale de f, et l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, donc c'est trivial. La deuxième propriété, on peut lui donner un nom, c'est la propriété du retard. C'est-à-dire qu'on va calculer la tf de x de t moins t0, c'est-à-dire qu'on applique un retard de t0 au signal. L'intégrale de Fourier, c'est-à-dire qu'on projette le signal x retardé de t moins t0 sur des exponentielles complexes, d'où le produit scalaire avec exponentielle de j de pi ft, et le moins, je répète pour la énième fois, c'est lié à la conjugaison des produits scalaires. Donc on a juste appliqué la définition de l'intégrale de Fourier. Ensuite, on pose un changement de variable, u égale t moins t0. Du coup, t est égal à u plus t0, et dt égale du. Donc je rappelle, hein, u égale t moins t0. Donc c'est un simple changement de variable, très classique pour calcul d'intégrale. Du coup, lorsqu'on développe l'exponentielle, on voit apparaître un terme qui ne dépend pas de u, qui sort de l'intégrale, exponentielle de moins j de pi f fois t0. Et ensuite, on a une intégrale, x de u exponentielle de moins j de pi f u du. Mais en fait, c'est la transformée de Fourier de x de t, parce que u est une variable muette ici. Donc, on aurait très bien pu la rétablir ici à t. C'est un concept de maths assez classique, hein, de variable muette. Donc, on obtient finalement la tf de x de t moins t0 est égale à exponentielle de moins j de pi f fois t0 fois grand X de f. Le retard dans l'espace direct se traduit par la multiplication dans l'espace réciproque par exponentielle de moins j de pi f fois t0. On va voir une propriété maintenant qui en est proche, qu'on peut appeler la propriété de modulation. Alors ici, l'idée c'est de multiplier dans l'espace direct par exponentielle de plus j de pi f0 fois t, hein, qui ressemble au facteur de tout à l'heure. La démonstration est simple, on écrit une intégrale de Fourier, on projette le signal sur les exponentielles complexes. Donc là, je vous laisse réfléchir un peu à ce calcul. On a un produit d'exponentielle qu'on va transformer en exponentielle d'une somme, ou en l'occurrence plutôt d'une différence. Et on obtient somme de x de t fois exponentielle de moins j de pi f moins f0
le tout fois t dt. C'est-à-dire qu'en fait, on obtient l'intégrale de Fourier, mais le paramètre f est devenu f moins f0. C'est-à-dire qu'on obtient grand X de f moins f0. Et là, on voit une propriété qui est dite duale de la précédente, parce qu'elle ressemble. Le retard dans l'espace temporel devient une multiplication par une exponentielle complexe dans l'espace réciproque fréquentiel. Et là, la multiplication par une exponentielle complexe devient un retard dans l'espace réciproque. Cette notion de dualité, c'est-à-dire de propriété un peu, disons, similaire dans un espace et dans son réciproque, on va la voir souvent, cette propriété. Donc là, je les rappelle, je les mets toutes les deux l'une en face de l'autre, de manière à ce que vous puissiez apprécier l'espèce de symétrie ou dualité qu'il y a dans les deux expressions. Il faut quand même faire attention. L'exponentielle est affublée d'un signe moins pour la deuxième ligne, tandis qu'elle est affublée d'un signe plus. Dans la première, il y a une symétrie jusqu'à un certain point. Une propriété importante, c'est la dérivation, toujours dans l'espace direct. On va dériver la fonction x dans l'espace temporel ou direct, et on va calculer la transformée de Fourier de x', prime étant pris ici au sens classique de la dérivation. Alors on écrit l'intégrale de Fourier, on projette, je le répète souvent, mais c'est pour que ça rentre dans votre esprit de façon quasi automatisée. Donc on projette sur les exponentielles complexes, et là en fait, on aurait probablement tous plus ou moins l'intuition de faire une intégration par partie. Du coup on obtient la variation de x de t fois exponentielle de moins j depuis ft entre moins l'infini et plus l'infini, et ensuite moins la somme de x fois la dérivée de l'exponentielle. Et comme dans la dérivée, il va y avoir un moins qui va sortir, moins par moins ça fait plus, et donc on obtient finalement x de t, quand on dérive l'exponentielle, il y a j de pi f qui descend. En fait, il y a un moins qui descend, mais ce moins a été absorbé par le moins qui est devant l'exponentielle, l'intégrale. Et finalement, on obtient une intégrale qu'on va commenter tout à l'heure. Maintenant, le premier terme. Alors n'oubliez pas que x appartient à L2, c'est-à-dire que x tend vers 0 lorsque le temps t tend vers plus et moins l'infini. Donc cette variation est nulle. Mais ça, c'est propre aux fonctions de L2. C'est pas vrai pour un signal x absolument quelconque. C'est pour ça qu'il y a quand même des restrictions dans la théorie de Fourier pour les fonctions analogiques continues. Un signal physique, je rappelle, il est toujours à énergie finie, donc cette restriction n'est pas si méchante que ça. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Le j de pi f ne dépend pas du temps, il sort de l'intégrale, et finalement vous obtenez, on va écrire la formule définitive, la tf de x' est égale à j de pi f que multiplie grand X de f. C'est-à-dire que la dérivation dans l'espace direct se traduit par la multiplication par j de pi f, ou j oméga, la multiplication par j oméga dans l'espace réciproque. Ça doit vous rappeler des choses en analyse harmonique. Voilà une relation extrêmement importante, mais en fait pas si nouvelle pour beaucoup d'entre vous. En fait, on peut généraliser. On peut généraliser à la dérivation d'ordre P, quelconque, et ça, encore une fois, je pense que nous serions nombreux à avoir intuitivement l'idée que cette démonstration se fait par récurrence. Quand on veut démontrer à l'ordre P, on utilise souvent la technique de la démonstration par récurrence. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un ordre de dérivation supplémentaire, ça se traduit par une nouvelle multiplication par j de pi f, si bien qu'à la fin des comptes, la transformée de Fourier de la dérivée à l'ordre P, c'est j de pi f puissance P fois grand X de f. À ne surtout pas retenir par cœur. Éventuellement, il faut être capable de retrouver. Mais bon, c'est pas si souvent qu'on en a besoin de cette formule. On va regarder aussi un peu la problématique duale. Qu'est-ce qui se passe à présent quand on dérive dans l'espace fréquentiel, réciproque? Peut-être obtient-on une propriété qui rappelle aussi cette symétrie ou dualité des formes. Alors, la démonstration est relativement assez facile. On commence par écrire grand X de f par sa définition intégrale de Fourier. Et là, on rappelle que l'intégrale se fait par rapport au temps. Donc quand on dérive
par rapport à la fréquence, en fait, on peut dériver à l'intérieur de l'intégrale, puisque l'intégrale est par rapport au temps. Du coup, il y a moins j de pi t qui descend, par exponentielle de u' égale u' fois exponentielle de u, et ensuite, l'exponentielle, bien sûr, n'est pas modifiée, et donc, ça veut dire qu'on obtient la tf de moins j de pi t multiplié par x de t. Et là, effectivement, vous voyez cette dualité qui apparaît. La dérivation dans l'espace réciproque se traduit par moins j de pi t fois x de t, par la multiplication, mais avec un signe moins. Donc ne retenez pas par cœur, parce qu'on s'en mêle les pinceaux quand on apprend par cœur entre les plus et les moins, donc il faut savoir retrouver ces préférables. Et puis bien sûr, on démontrerait aussi par récurrence que la dérivation à l'ordre p dans l'espace réciproque se traduit par la multiplication par moins j de pi t à la puissance p. On encadre, mais on ne retient pas par cœur. C'est une mauvaise idée en sciences. Il y a trop de formules en sciences pour retenir par cœur. Donc il faut plutôt savoir redémontrer, parce que pour démontrer, il faut comprendre. Pour apprendre, il suffit d'être un singe savant. Et nous ne voulons pas être des singes savants. Dilatation. Alors, on peut aussi appeler cette dernière propriété pour cette vidéo le changement d'échelle. Alors ici, A est réel. A est réel. J'ai oublié de dire, en fait, réel non nul, j'aurais dû mettre R étoile. Et on s'intéresse à TF de x de A fois T, c'est-à-dire que le temps subit une dilatation par le coefficient A. On écrit l'intégrale du Fourier. Jusqu'ici, technique tout à fait classique. Et là, il faut imaginer aussi un changement de variable. On pose évidemment u égale A fois T. Du coup, on a du égale A fois dt. Mais il y a quand même la question, enfin, on peut d'abord réécrire l'intégrale. Donc, t, ça va être égal à u sur a. F fois u sur a. Et dt, c'est 1 sur a fois du. 1 sur a fois du. Mais il y a aussi la question éventuelle du retournement des bornes. Parce que a peut être négatif, auquel cas les bornes se retournent. Donc il faut traiter les deux cas séparément. Premièrement, on va considérer que a est strictement positif, auquel cas on obtient directement, il n'y a pas de retournement des bornes, et par conséquent le 1 sur a sort de l'intégrale, et on obtient x de u fois exponentielle de moins j de pi f sur a. Le 1 sur a, là, on va l'affecter à la fréquence, fois u du, et en fait, vous reconnaissez là, une transformée de Fourier, mais avec un paramètre, non pas f, mais f sur a. Donc on obtient 1 sur a que multiplie grand x de f sur a. Maintenant, il faut regarder ce qui se passe quand a est négatif. Alors, quand a est négatif, les bornes se retournent, puisque moins l'infini devient plus l'infini, et inversement. Mais du coup, et A est négatif. Donc je vais écrire ici moins 1 sur A, de façon à récupérer les bornes entre moins l'infini plus l'infini. Le 1 sur A, je réécris moins 1 sur A qui sort de l'intégrale. Et comme j'ai mis un moins, je retourne les bornes une deuxième fois, puisque la première fois, c'était simplement lié au changement de variable. Et ça veut dire que j'ai une forme légèrement différente, mais je peux écrire, pour les deux cas de figure, A positif et A négatif, je peux écrire la même formule définitive. Je n'ai pas besoin de distinguer les deux cas, parce que 1 sur A, quand A est positif, et moins 1 sur A, quand A est négatif, tout ça, ça s'écrit Tf de x de A fois T est égal à 1 sur valeur absolue de A, grand X de F sur A. Voilà, donc en fait j'ai une forme unique, c'est un petit détail, enfin généralement vous trouvez dans les formulaires la propriété sous cette forme-là, et quelquefois, si on n'a jamais vu la démonstration, on se demande d'où sort ce 1 sur valeur absolue de A. Je répète, c'est parce que dans un cas, il y a un retournement des bornes et pas dans l'autre.
Alors, on va tout de suite appliquer cette propriété à la porte, mais à la porte dont on a modulé le support. Et là, on obtient immédiatement A égale 1 sur T. Donc on obtient, vous vous souvenez que la porte standard, c'est un sinus cardinal. Cette fois-ci, donc il y a le grand T comme facteur multiplicatif. Et la fréquence devient, le F sur A devient F fois T, parce que A égale 1 sur T. Donc, vous voyez que souvent, c'est quelque chose qu'on verra souvent, quand on connaît quelques transformés de Fourier standards, souvent on se contente d'utiliser les propriétés pour calculer de nouvelles transformées de Fourier sans pour autant résoudre explicitement une nouvelle intégrale de Fourier.